Cancer du poumon, où en sommes-nous et comment mieux lutter contre ce cancer meurtrier? On voit ça tout de suite avec mes invités. Alors avec moi sur le plateau, le professeur Marie Wieslet, vous êtes pneumologue à l'hôpital Cochin, le professeur Marie-Pierre Revel, vous êtes radiologue à l'hôpital Cochin, vous connaissez les deux, hein, on travaille ensemble. Radiologue, voilà, et avec nous en duplex, Christine Loison-Sueur, et vous êtes radiologue aussi, mais ce n'est pas en tant que radiologue qu'on vous reçoit aujourd'hui, c'est en tant que témoin. Vous avez été diagnostiqué par hasard d'un cancer du poumon. Comment ça s'est passé? En fait, j'ai fait un scanner initialement pour une sinusite qui ne passait pas. Donc, on voulait chercher un foyer infectieux et puis on a trouvé un petit nodule pulmonaire qui était initialement de toute petite taille. Et puis, bon, il a été, je l'ai contrôlé à plusieurs reprises et l'an dernier, il avait changé, s'était modifié, il avait augmenté de taille, il avait des contours qui étaient irréguliers, donc il était devenu suspect. Et alors, a priori, vous n'étiez pas forcément une personne à risque. Vous avez été surprise de cette découverte? Oui, parce qu'au départ, je pensais que c'était un petit nodule, quelque chose de séquelaire, quelque chose qui était banal, parce que voilà, il n'était pas les premiers scanners que j'avais faits, il était bien régulier, il n'était pas inquiétant. Et l'an dernier, oui, quand j'ai refait le contrôle, là, il m'a inquiété parce que j'ai bien vu qu'il avait changé et qu'il était devenu suspect. Ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait? Alors, en fait, je suis radiologue, mais je ne suis pas radiologue spécialisée en imagerie pulmonaire. Donc, je l'ai montré à une consoeur qui est spécialiste et qui, tout de suite, m'a dit que pour elle, c'était suspect, c'était probablement un petit cancer et qu'il fallait le prendre en charge et voir un spécialiste, un chirurgien thoracique. Et aujourd'hui, alors, l'enchaînement des choses, après, qu'est-ce qui s'est passé? Donc après, j'ai consulté un chirurgien thoracique qui m'a dit que compte tenu de la petite taille du nodule, il faisait 10 mm, qu'on n'irait pas faire une biopsie, mais qu'on allait aller directement en faisant une vidéothoracoscopie et qu'on l'enlèverait à cette occasion-là. Et si à l'examen anapathe de l'extemporané, il était cancéreux, à ce moment-là, on enlèverait une petite partie du segment pulmonaire. Alors, vous nous parlez de votre maladie comme un radiologue ou un médecin. Alors, en français, sans employer des mots médicaux, comment on vous a opéré, en fait? C'est une vidéothoracoscopie, donc on n'a pas ouvert le thorax comme on le faisait avant, parce que c'était petit. Donc, c'est un petit peu comme l'équivalent d'une célioscopie. Voilà, il y a des petits trous et des petites incisions, et on passe par là. Oui. Hein, c'est ça. Oui, donc, ça. Et après, on a analysé tout ça et on a eu la confirmation du diagnostic, hein, c'est ça? C'est ça, oui, c'est ça. Et dans un deuxième temps, parce qu'au moment de l'intervention, j'ai eu un curage ganglionnaire. Et un mois après, en fait, j'ai eu le résultat et le curage était négatif. Voilà. Donc ça, c'était une bonne chose parce que ça voulait dire que j'avais pas d'autres traitements complémentaires, pas de chimio et pas d'immunothérapie. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que en fait, vous devez votre vie à la précocité du diagnostic? Ah oui, tout à fait. J'ai conscience que j'ai eu de la chance de faire ces scanners par hasard et surtout après de le montrer à la bonne personne aussi parce que c'était pas. Moi, j'avais vu qu'il avait changé, mais je n'aurais peut-être pas été alertée tout de suite. J'aurais peut-être fait un autre scanner un an après. Voilà, j'aurais peut-être pas été aussi rapidement prise en charge. Alors vous venez de nous parler de votre cancer comme un médecin, mais en fait comme une femme, comme une patiente. Quand on vous dit cancer du poumon, on sait que c'est un des cancers qui n'a pas le pronostic le plus sympa. Comment ça se passe là? Ça a été très très dur quand on m'a prononcé le mot cancer.
Je m'y attendais pas du tout. Ça a vraiment été un coup de massue. Et puis c'est vrai que, ben oui, comme vous dites, on connaît le pronostic. Et même si je me disais qu'il était petit, qu'a priori c'était un bon pronostic, ça reste quand même un cancer pulmonaire, quoi. Donc oui, il y a eu des moments très difficiles de stress et puis de désarroi vraiment ouais, important. Je suppose que ça a changé votre rapport avec les patients, là, quand ils attendent un examen dans la salle d'attente. Vous comprenez leur angoisse, vous leur parlez différemment maintenant? Oh oui, 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 je pense, enfin, j'arrive plus à me mettre vraiment à la place enfin, comment ils ressentent les examens de surveillance quand ils ont eu une pathologie, enfin, un cancer, ou quand ils sont en attente du résultat. Oui, je trouve que j'arrive plus à me mettre à leur place, un peu plus, oui. Quand on est médecin, qu'on connaît bien la pathologie et les risques aussi liés à la pathologie, c'est plus dur ou c'est plus facile finalement pour se battre? Euh, c'est difficile de répondre. Bah, c'est peut-être, enfin, on connaît un peu plus, donc on a plus envie, peut-être. Enfin, moi, j'ai eu plus envie de vraiment de me battre enfin, je me disais qu'il était, quand j'avais lu, enfin, il était quand même de bons pronostics, donc ça, c'était plutôt un espoir, quoi. Voilà. C'était. Mhm. Alors, professeur Marie Wieslet, je rappelle que vous êtes pneumologue à Cochin. Le cancer du poumon le plus meurtrier, pourquoi c'est le plus meurtrier? Comme l'a dit notre témoin, c'est vrai que ce cancer, on le découvre souvent à un stade trop tardif. Parce que dans le poumon, il n'y a pas de nerf de la douleur, donc ça ne fait pas mal. Ça peut être responsable de toux, de crachats, et ces symptômes sont souvent mis sur le compte du tabagisme, puisque c'est vrai que je rappelle d'emblée que le cancer du poumon, c'est dans 85 à 90% des cas les fumeurs. Donc c'est vrai que la toux, une infection bronchique, c'est banalisé et c'est mis sur le compte du tabac, et donc on ne va pas aller faire des scanners à tout bout de champ. Néanmoins, voilà, il faut être vigilant et en cas de symptômes nouveaux et qui traînent, ne pas hésiter à faire un scanner. Mais c'est vrai qu'on va y revenir, le mieux, on va y revenir, oui, c'est le dépistage. Mais voilà pourquoi c'est le plus mortel, parce que quand ça parle, c'est que souvent que c'est trop gros, que ça touche la paroi. C'est trop gros, c'est déjà trop tard. Ça touche qui? Les hommes, les femmes, à quel âge? Ça touche, c'est une entité très hétérogène, hein. La moyenne d'âge, c'est plutôt 65 ans et 85% de fumeurs, donc plutôt des hommes. Néanmoins, le cancer de la femme est en augmentation, aussi principalement à cause du tabagisme. Les femmes en France continuent de fumer, de voir augmenter l'incidence du tabagisme, alors que pour les hommes, on est plutôt en train d'avoir une stabilisation du tabagisme. Et donc, en France, le cancer du poumon augmente chez la femme. Il augmente chez la femme. Qu'est-ce qu'on fait pour soigner le cancer du poumon? C'est la chirurgie principalement ou l'immunothérapie? Ça dépend des cancers? Ça dépend des cancers, ça dépend du stade. Si on peut, on opère. Si on peut, ça veut dire en cas de maladie localisée et de fonctions respiratoires et cardiaques compatibles. On a des alternatives comme la radiothérapie. Et puis quand on ne peut pas retirer la maladie parce qu'elle est trop étendue, c'est des thérapies ciblées. Il y a eu une révolution de prise en charge avec des traitements par comprimés très, très, très efficaces, mais ce n'est pas chez toutes les personnes. Il y a la chimiothérapie et il y a une autre révolution qui est l'immunothérapie. Donc il y a beaucoup, beaucoup de progrès dans les traitements médicaux, mais tous ces traitements médicaux ne permettent pas de guérir, mais de contrôler la maladie. Vous, Christine, actuellement, vous êtes sous surveillance, sous traitement. Comment ça se passe pour vous? Alors non, j'ai pas de traitement, j'ai pas eu de traitement complémentaire. Comme c'était localisé, qu'il n'y avait pas d'extension ailleurs. Donc c'est juste une surveillance par scanner régulière, tous les 6 mois là, pour l'instant, pendant 2 ans, et puis ensuite une fois par an. Donc tous les 6 mois, petite période d'angoisse? Oui, oui. Une belle angoisse les jours qui précèdent, et puis au moment où on passe l'examen, on est dans la cabine en train d'attendre le résultat, oui, c'est vrai. Ouais, compliqué.
Alors, les vraies chances, c'est le dépistage ultra précoce, hein, en fait. C'est ça, les vraies chances. D'où le projet de dépistage que vous menez toutes les deux, hein, aujourd'hui. Donc, Marie-Pierre Revel et vous, docteur Wiesler. La prévention, notamment auprès des fumeurs, non ? Oui, c'est-à-dire que le dépistage, c'est vrai, notre témoin l'a expliqué, hein, son image de petit nodule a été découverte par hasard, mais voilà, encore faut-il avoir une raison de faire un scanner. Ce qu'on sait maintenant sur le dépistage, c'est en faisant un scanner avec une très très faible dose de rayons, hein, parce que maintenant avec nos progrès techniques, on va dire que l'irradiation n'est plus un problème. Eh bien, chez les patients à risque, et c'est pas tout le monde, hein, il faut avoir plus de 50 ans et il faut avoir fumé. Et fumer, on chiffre, c'est pas simplement 2 cigarettes pendant un an, c'est un tabagisme qui est plus important. Des études ont montré que quand on fait un scanner à cette population à risque, eh bien, on va découvrir des cancers très très précoces, ce qui permet d'accéder au traitement le plus efficace, qui est la chirurgie. Et avec ça, on réduit la mortalité de façon très importante. Les derniers résultats sont récents, ça date de janvier 2020. La réduction de mortalité, c'est 26% chez les hommes et 39% chez les femmes. On va y revenir dans le détail. Et cette prévention s'associe aussi à des propositions de sevrage tabagique, parce que ce qui est montré aussi, c'est que d'arrêter de fumer, ça réduit aussi beaucoup le risque de mourir d'un cancer du poumon. On va voir tout ça dans le détail. Alors d'abord, la prévention. Est-ce que ça marche ? C'est pas sûr. On a été faire un petit micro-trottoir et on a demandé aux Français si le fameux fumer-tu, ça les empêchait de fumer, ou du moins si ça les empêchait de dormir. On voit ça tout de suite. Non, les images sur les paquets de cigarettes qui sont pas belles, ça me freine pas du tout pour ne pas fumer. Oui, je suis fumeur. Quand on a le vice des clopes, voilà, c'est pas une petite image qui va nous freiner. Sincèrement, je fumais avant ça et depuis que ça a été importé, j'ai pas fait, ça a rien changé. Moi, c'est trop et je prends pas le temps de regarder. Pour moi, ça va trop loin. J'ai jamais vu des choses comme ça et ça me freine pas plus que ça. Personnellement, les images sur les paquets de cigarettes, ça ne me freine absolument pas. Alors bon, on voit que la prévention, elle est nécessaire, hein, mais là, elle n'est pas efficace. Alors oui, alors, parce que je pense que ce message, fumez-tu, d'abord, c'est pas vrai. Quand les gens fument, ils ne meurent pas instantanément. Et puis, deuxièmement... Oui, c'est fumez-tu beaucoup plus tard. Et bien voilà, et donc on se dit, ce ne sera pas moi, ce sera les autres. Fumer réduit l'espérance de vie, voilà. Et puis, fumer, en soi, c'est le gros débat, mais je crois que vous allez interviewer des spécialistes tabacologues. En fait, ce qu'il faut bien comprendre sur le fait de fumer, c'est que ce n'est pas un mode de vie. Ce n'est pas comme aller au restaurant, comme boire un petit peu de champagne. C'est une maladie. C'est une maladie parce qu'on a une addiction qui est extrêmement forte. C'est un mode de mort, c'est ce que vous allez nous dire. C'est une maladie, et c'est une maladie qu'il faut prendre en charge en allant voir un médecin qui s'appelle un tabacologue, parce que, encore une fois, ça fait vraiment des ravages. Ce que disait ma collègue, le professeur Wiesler, c'est qu'on est très inquiet sur l'augmentation chez les femmes. Hein, et vous savez, chez les femmes maintenant européennes, les femmes européennes meurent plus de cancer du poumon que de cancer du sein. Hein, alors que le cancer du sein est bien plus fréquent. Et on est très inquiet, spécialement en Espagne et en France, parce que les femmes françaises fument beaucoup. Le cancer du sein est plus fréquent, mais le cancer du poumon est plus meurtrier, hein, c'est ça. C'est pour ça qu'elles meurent plus du cancer du poumon. Exactement. Et aussi mais comme la fréquence augmente, en nombre absolu, là, on a plus de femmes qui meurent chaque année de cancer du poumon, alors qu'avant, on avait plus de femmes qui meurent chaque année de cancer du sein. Alors, arrêter de fumer, hein, c'est la clé. Alors là, c'est pareil, hein, c'est pas toujours simple, mais on peut arrêter de fumer, vous allez nous le dire, parce que vous êtes une ancienne fumeuse. Hein. Oui, donc je sais de quoi je parle. L'ancienne fumeuse. Je sais, moi j'ai cru que ça serait impossible, que j'y arriverais jamais, et puis avec le métier que je fais, enfin c'est pas possible. C'était pas possible, il fallait donner l'exemple. Non, mais donc vous aviez une grosse motivation, hein, vous aviez la motivation de la santé, et puis deuxièmement, il faut donner l'exemple. Il faut donner l'exemple, et puis aussi j'ai une cousine qui est atteinte d'un cancer du poumon, et qui est plus jeune que moi, et ça m'a mis tellement en rage, je crois qu'il faudrait vraiment me mettre un pistolet sur la tempe pour que je reprenne une cigarette. On ne va pas faire ça, ça, Marie-Pierre. Par contre, on va écouter le témoignage d'un fumeur qui va nous dire si c'est facile et comment il a fait.
Alors, pour m'arrêter de fumer, au départ, je suis passé par une étape, j'ai voulu le faire tout seul, en réduisant le maximum possible mes cigarettes par jour. Et en fin de compte, c'est une technique qui ne marche pas très bien. Donc, ce que j'ai fait, j'ai été voir Dr Lefaou, un tabacologue, qui m'a suivi pendant 4-5 mois. 5 mois, ouais, 5 mois. Elle m'a donné des substituts nicotiniques pour pouvoir me passer de la cigarette. C'était assez difficile les premiers temps, franchement, c'était compliqué. La première semaine, c'était dur. Et puis au fur et à mesure, j'ai réussi à espacer mes envies de fumer. Et jusqu'à aujourd'hui, où j'ai toujours envie de fumer, hein, mais beaucoup plus espacé dans la journée. Donc j'arrive à prendre 2-3 pastilles par jour et ça me remplace la cigarette sans aucun souci. C'est quand même compliqué, hein, faut pas se le cacher. On a toujours, même après 6 mois, 7 mois, on a toujours envie. Et elle m'a dit que même après 2-3 ans, il y aura quand même des bouffées d'envie de fumer. Il faut partir du principe qu'il faut que ce soit réglé dans votre tête, c'est vous arrêtez de fumer, c'est fini, il ne faut plus y toucher, il faut même pas en une de temps en temps, ça ne marchera pas comme ça. Et avoir vraiment quand même de la volonté, quand on va voir le tabacologue, il faut déjà être dans sa tête, être bien clair qu'on ne fumera plus, c'est fini, on arrête. Voilà, ce qu'il dit quand même assez clairement, c'est qu'il faut quand même avoir la volonté. Si on n'a pas la volonté, c'est compliqué. Mais je crois qu'il Et il faut se faire suivre aussi. Je crois qu'il y a beaucoup de fumeurs qui ont envie d'arrêter, mais qui se disent que c'est impossible. Il faut le déclic un jour, non? Mais nous, on est là aussi pour leur proposer de voir le tabacologue, et même s'ils ne sont pas prêts, mais il y a au moins une maturation. On sait qu'il faut qu'il y ait une maturation psychologique, donc nous, à chaque consultation, notre job, c'est de parler du tabac, de parler du sevrage tabagique pour que cette maturation puisse se faire. Et c'est vrai que je crois qu'il y a des médecins tabacologues qui sont très bons, et qu'il ne faut pas s'en passer. Et c'est vrai que c'est une maladie. On sait que dans le cerveau, les jeunes qui commencent à fumer, on n'a pas la même biologie des cellules. Donc il y a un rationnel biologique à ça. Alors il y a un truc nouveau, excusez-moi Marie-Pierre, on a beaucoup de recul sur le tabac, hein, et on connaît les conséquences néfastes du tabac. On a beaucoup moins de recul sur le vapotage, et le vapotage, parfois on dit aussi que ça peut être une alternative au tabac. On est allé poser la question au professeur Bertrand Donzenberg pour savoir ce qu'il pensait du vapotage. Et on revient sur le plateau après avec vos points de vue. Donc vapoter et fumer, c'est des choses très différentes, hein. Quand on vapote, on prend de la nicotine comme quand on fume, mais cette nicotine est apportée de façon très progressive. Et surtout, on n'a quasiment que la nicotine et très peu de substances toxiques et pas de cancérogènes dans ce qu'on vapote, dans les émissions de la vape, alors qu'il y a plus de 60 cancérogènes dans la fumée du tabac. Les particules aussi ont un effet spécifique, le goudron a un effet spécifique. Donc le tabac est très très clairement cancérogène et responsable de 90% des cancers du poumon. La vape, sur sa composition, a priori, n'est pas du tout cancérogène. On n'a pas les 50 ans de recul comme on a avec le tabac, mais on peut dire que l'un donne le cancer, l'autre ne donne pas le cancer. Alors, la meilleure vape du monde sera toujours toxique, ne serait-ce parce qu'il y a de la nicotine. Donc la vape, ce n'est pas un produit pour les non-fumeurs. Et d'ailleurs, en France et en Europe, moins de 1% des non-fumeurs ou jamais fumeurs utilisent la vape. Donc la vape, c'est un produit utilisé par les fumeurs, soit pour fumer moins, ce qui n'est pas une bonne solution, soit pour arrêter de fumer. Et la bonne nouvelle, c'est quand ils passent totalement du tabac à la vape, le premier mois, ils prennent la même quantité de nicotine, mais après un mois, ils en prennent un tiers de moins, 2 mois, 2 tiers de moins, et après 3 mois, 90% des fumeurs qui sont passés à la vape peuvent se passer de nicotine, et beaucoup deviennent ex-fumeurs, ex-vapoteurs. La vape est un produit de sortie du tabac très clairement. C'est un produit aussi qui diminue la quantité de tabac fumé, mais tout ce qui est réduction des risques, les médecins n'aiment pas trop en parler. Et c'est sûr que c'est mieux de vapoter que de fumer, mais si on vapote en continuant à fumer en même temps, la réduction des risques réels n'est pas démontrée en vie réelle. C'est possible qu'il y ait une petite réduction, mais celle-ci n'a jamais été démontrée. Alors, une réaction sur la vape avant de revenir au cancer du poumon, qui est notre cœur de sujet aujourd'hui. Il a raison, Donzenberg, ou pas? Moi, je suis tout à fait d'accord avec Bertrand Donzenberg. Les patients fumeurs, la vape, c'est un super moyen pour se sevrer du tabac. Et c'est uniquement un moyen pour se sevrer du tabac.
bien sûr qu'il n'est pas question que nos jeunes se mettent à vapoter plutôt que de se mettre à fumer. C'est un moyen de sevrage et on évite toutes ces substances cancérogènes. On garde la nicotine et puis au cours du temps, on finira par diminuer et se sevrer de nicotine. Mais oui, moi j'encourage les gens à tout essayer pour éviter de fumer le tabac. Alors, on a insisté beaucoup, et on a raison de le faire, on a insisté beaucoup sur les fumeurs. Et pourtant, vous, Christine, vous ne fumez pas. Non, non, j'ai jamais fumé. C'est pas juste, hein, ça. Vous auriez dû fumer, au moins vous auriez eu le plaisir de fumer avant d'avoir votre cancer. Le sentiment que j'ai eu quand j'ai eu ce nodule, oui, c'est sûr, un sentiment d'injustice. Parce qu'autour de moi, j'ai des amis qui fument et, voilà, et qui vont bien, qui n'ont jamais eu de problème. Donc c'est sûr que oui, c'est un peu ce qu'on ressent quand on a ce diagnostic, oui, c'est vrai. Voilà. Alors bon, par contre, on le dit et on le redit, hein, le dépistage, en priorité, la population cible, c'est les fumeurs. Alors, ce dépistage en France, il n'existe pas, Marie-Pierre Revel. Non, il n'existe pas encore et il y a des raisons à cela parce que, en fait, j'ai cité la dernière étude européenne Nelson, elle a été publiée en janvier 2020. En fait, on savait déjà depuis quelques années, depuis l'étude américaine NLST qui a été publiée en 2011, qu'on a une réduction de mortalité. Entre parenthèses, on ne l'a pas démontré de façon aussi nette pour les autres cancers qu'on dépiste, hein. Mais pour le poumon, oui. Le souci, c'est qu'avec cette étude américaine, on avait trop de patients dépistés avec un doute. Voilà, ce qu'on appelle un faux positif. C'est-à-dire que, bien sûr, on ne se jetait pas sur eux pour les opérer, mais ça enclenchait d'autres examens. Et l'étude Nelson, elle a eu l'énorme avantage de simplifier la stratégie et d'être beaucoup plus efficace, parce que maintenant, on sait bien faire le tri entre le petit nodule, c'est-à-dire la petite opacité dans le poumon qui n'a rien du tout et qu'il ne faut surtout pas aller opérer, et les images qui sont inquiétantes, hein. Et c'est ça qui était un peu un frein au dépistage, hein. L'HAS, en 2016, n'a pas voulu lancer l'idée d'un dépistage organisé en France en disant, et moi je pense qu'ils avaient raison, écoutez, il y a 24% de sujets à qui on risque de trouver un petit quelque chose qui est au final pas un cancer, c'est prématuré. Mais maintenant, on a la bonne stratégie. On a la bonne stratégie. Alors, c'est quoi la bonne stratégie ? La bonne stratégie, c'est simplement... D'abord, pourquoi ? Parce qu'on a fait des progrès techniques, les images sont de meilleure qualité. Bon, parce que la raison, c'est parce que les Européens sont plus intelligents que les Américains. Non, c'est parce que je plaisante un peu. C'est pas toujours faux. Hein. C'est pas toujours faux. Mais disons que non, la stratégie qui a été adoptée, et je suis... je m'étais beaucoup investie là-dedans, c'est en fait, quand vous avez une petite image dont vous ne savez pas ce que c'est, soit vous la mesurez en diamètre, soit vous utilisez des outils qui permettent de calculer sa vitesse d'accroissement. Donc voilà. Et avec cette stratégie, ça a permis de réduire les images indéterminées parce si on les applique, hein, c'est pour ça qu'il faut que le dépistage soit fait par des radiologues formés, eh bien, le tri va être très très efficace. Donc voilà la grosse différence. Ce dépistage, on utilise quoi ? Un scanner pour le faire ? On utilise un scanner avec une très faible dose de rayons X, pas d'injection, ça dure 4 secondes et ça se veut à un intervalle annuel ou tous les 2 ans. Alors le dépistage idéal, ce serait pour qui, à partir de quel âge, pendant combien de temps ? Alors, ça serait après 50 ans pour des patients fumeurs actifs ou anciens fumeurs qui ont accumulé un certain tabagisme et on sait maintenant aussi grâce à une étude européenne qu'on peut le faire, non pas tous les ans, mais une fois tous les 2 ans. Si on a une dose qui est comparable à celle d'une radio de poumon, c'est tout à fait possible de faire un scanner une fois tous les 2 ans en faible dose et ça sera d'autant plus efficace qu'on l'associe à l'arrêt du tabac grâce à l'aide apportée par les tabacologues. Mais il y a une autre chose que je voulais dire, vous savez, moi j'ai vu un changement quand même entre mes études de médecine où le cancer du poumon c'était chez un monsieur de 75 ans et puis maintenant où ça va être des femmes qui ont des enfants qui sont encore en âge scolaire. On a complètement changé l'épidémiologie et vraiment chez les femmes, et c'est notre projet avec le professeur Wisles, c'est de proposer une étude pilote de dépistage ciblé sur les femmes parce que c'est les mêmes âges de dépistage que le dépistage du cancer du sein. Donc on proposerait aux femmes qui vont se faire dépister
pour le cancer du sein en faisant une mammographie, si elles sont à risque en raison d'antécédents de tabac, de faire en plus un scanner faible dose. C'est ça le projet Cascade qu'on essaie de voir complètement financé. On n'y est pas encore complètement arrivé. Et dans ce projet, puisque vous disiez tout à l'heure qu'on avait, on ne dépiste pas que le cancer du poumon. Sur le scanner, on voit aussi des calcifications des coronaires et on incite au sevrage tabagique et voire on dépiste la bronchite du fumeur. Donc c'est pas juste, on regarde si vous avez un nodule, c'est accompagné avec une démarche de sevrage tabagique et on voit les autres pathologies liées au tabac, parce qu'il n'y a pas que le cancer. Voilà, il nous reste 30 secondes pour conclure. Christine, vous, maintenant, vous incitez vos patients à se faire dépister ? Oui, je pense que c'est très, très important. On a la chance, j'espère qu'en France, on va pouvoir le faire. C'est vraiment très important parce qu'on se rend compte que si on a un dépistage précoce, on peut avoir un traitement curatif. Donc, ça, c'est important. C'est capital. Voilà, c'est Capital Santé. Voilà, merci à toutes d'être placées sur le plateau de Capital Santé. Le dépistage massif du cancer du poumon est une nécessité. Christine en est la preuve. Un grand merci à toutes d'être passées sur ce plateau. À bientôt pour un nouveau numéro de Capital Santé. Et d'ici là, portez-vous bien.